est-ce que, pour la raison d'État, j'ai le droit de commettre un certain nombre d'actes? Et est-ce que je peux le faire face à ma propre conscience et à ma propre morale? On a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated. On a le droit de commettre toutes les turpitudes à condition de ne pas se faire prendre. C'est ça la grande morale. Un service de renseignement ne peut pas être dirigé comme un service ordinaire. Depuis 1945, le rideau de fer divise l'Europe. À l'est, les soviétiques et leur État satellite. À l'ouest, les démocraties du monde libre. La planète vit dans la peur d'une apocalypse nucléaire. À Berlin, les Allemands de l'Est fuient vers l'Ouest. Afin d'enrayer l'exode, les communistes dressent en août 1961 un rempart pour séparer la ville en deux. Ce mur de la honte devient le symbole de la division du monde. Les services secrets soviétiques redoublent d'agressivité. Ils lancent de puissantes opérations d'espionnage contre l'Ouest. Le mur de Berlin est à peine édifié que l'ensemble des services secrets du monde libre, à commencer par les Français, vont être déstabilisés par l'affaire d'un mystérieux transfuge. Quatre mois après la construction du mur de Berlin, un officier du KGB réussit à passer aux États-Unis. Depuis 50 ans, hormis les agents de renseignement, personne n'avait vu son visage. Son nom, Anatoly Golitsyn. Devant ces interrogateurs de la CIA, ce transfuge prétend que des agents soviétiques ont été infiltrés dans les services des pays de l'OTAN. Mais surtout, il affirme que de nombreuses taupes se trouveraient au sein du SDEC, la centrale d'espionnage française, et plusieurs autres dans l'entourage du général de Gaulle. Golitsyn donne même un nom à ce réseau, Saphir. La suspicion de pénétration est si grave que le président américain en personne décide d'alerter son homologue français. Kennedy, il dit c'est trop important pour ne pas le dire à nos alliés français quand même. Donc il fait informer le général de Gaulle par le représentant de la CIA à Paris. Le chef de poste, M. Almer, à l'époque, était censé apporter cet avertissement, curieusement, sur un bout de papier vert. Et on l'a apporté à l'attention du général. Très loin d'être convaincu, de Gaulle discerne plutôt une tentative de déstabilisation américaine. Kennedy accepte qu'une équipe française se rende à la CIA pour interroger le transfuge. En charge du contre-espionnage, la DST, la direction de la surveillance du territoire et du voyage. J'ai fait partie de la mission qui a été envoyée et nous avons travaillé ensemble avec les gens de la CIA. Golitsyn nous dit qu'il y a une pénétration globale des services français. On a été très surpris, évidemment. La DST demeure perplexe. Aucun des agents du contre-espionnage n'a rien vu. Des taupes. Mais où sont les alertes, les indices, les inévitables traces d'une telle pénétration? L'existence de Golitsyn est un secret d'État, et le transfuge prend le nom de code, Viru. Pour les gens qui auraient été initiés, par exemple, à l'époque, ils auraient pu finir par savoir que la traduction la plus plausible de virus était forcément « Very Important Russian ». À la DST, on parlait de l'évangile selon Viru, parce que, si vous voulez, il y avait des interprétations qui étaient faites de ces propos, qui étaient des propos parfois précis, parfois très vagues. Jamais
il n'a dit « un tel est un agent soviétique en France ». Jamais. La vraie question qui s'est posée, c'est est-ce que Golitsyn, c'était une manipulation géniale montée par les Russes pour nous déstabiliser, ou est-ce que c'était la vérité? Ça a ébranlé le SDEC terriblement, puisque a commencé à l'intérieur du SDEC deux choses. Premièrement, une méfiance totale de la CIA vis-à-vis du SDEC. Deuxièmement, une atmosphère de méfiance absolue, puisqu'on s'est mis à faire de la chasse aux sorcières. L'éventuelle présence de taupes au SDEC provoque un cataclysme chez les hommes du boulevard Mortier. Plusieurs de ces cadres sont soupçonnés. La DST les met sur écoute. Les deux services deviennent des frères ennemis. De nombreux agents sont contraints de quitter le SDEC malgré l'absence de preuves, mais c'est la règle du métier. Dans un service, on ne peut pas douter de quelqu'un, même le meilleur. Si vous avez un doute sur lui, vous ne pouvez pas le garder. Contrairement à ce que les gens pensent, un officier de renseignement, c'est pas un abruti total. Bon, c'est quelqu'un, en général, qui est capable de réfléchir, d'analyser, qui a un bon niveau intellectuel, qui a fait des études supérieures. Bon, et donc, c'est quelqu'un qui, s'il est retourné par l'ennemi, est suffisamment intelligent pour ne pas se faire prendre. Parce que de quelqu'un qui, normalement, ferait une grosse bêtise, vous le repérez tout de suite, mais à ces niveaux-là, et avec ce niveau d'individu... Parmi ces accusations, Golitsyn a évoqué la présence d'une taupe au siège parisien de l'OTAN. Durant plus de 2 ans, la DST enquête, lance des filatures, branche des écoutes téléphoniques. Il faut chercher encore. Le flair des enquêteurs vaut bien des indices. La DST s'intéresse soudain à un très haut fonctionnaire au profil insoupçonnable, Georges Pack. Ses états de service sont impeccables. Ancien membre de cabinet de 7 ministres, il tourne depuis des années dans le monde secret des affaires militaires. Depuis 1962, c'est un dirigeant du service de presse de l'OTAN. La DST surveille Pack, avec ses moyens de filature qui sont très bons. Et un jour, Pack s'en va vers une église romane de la banlieue de Paris. 8 août 1963. Georges Pack, voyageur ordinaire, prend à la gare Saint-Lazare un billet pour Versailles. Un inspecteur de la DST l'entend, prévient un collègue et entre dans son train. C'est une course contre la montre pour les inspecteurs de la DST qui doivent parvenir à Versailles avant lui. Une fois à Versailles, Georges Pack grimpe dans un bus. Il est suivi par 2 voitures banalisées de la DST qui sont arrivées à temps. 12 heures sonnent au vieux clocher de l'église du XIIe siècle de Feucherolles quand Pack descend du bus dans ce village de 1000 habitants. Après être resté sur place quelques instants, le haut fonctionnaire remonte la rue principale déserte, surveillé par 2 voitures de la DST en faction. Puis Pack fait demi-tour par un chemin de terre. Au même moment, une 403 Peugeot entre dans le bourg, marque une pause devant l'arrêt de bus et remonte la rue, lentement. Les inspecteurs de la DST reconnaissent l'un des passagers, Vassili Vlasov, cadre du KGB. Les Russes et Pack ne se sont pas vus. Tout est calme. Pack entre dans l'église romane. Les inspecteurs pensent à une coïncidence. Mais la voiture des Russes réapparaît et s'approche de l'église. Les policiers vont-ils mettre la main au collet du possible traître et de ses agents traitants? Soudain, une voiture de police déboule dans le bourg. Aussitôt saisis par la panique, les agents du KGB disparaissent, laissant Pack seul dans son église. Beaucoup de coïncidences ce matin-là à Feucherolles. Ça nous a donné l'impression d'un rendez-vous manqué. On a passé tout le week-end à délibérer. Que fait-on? Est-ce qu'il n'est pas prématuré d'intervenir sur une base qui reste encore fragile? La nuit se passe et la DST décide de procéder à l'interpellation de Pack dès le lendemain matin. Après une brève conversation avec lui, je l'ai convaincu d'avouer son activité clandestine que je lui ai présentée comme tout à fait certaine à nos yeux, naturellement.
Et Pack de lui-même fait ce qu'aucun espion ne fait d'habitude jamais. Il dit, appelez un confesseur, donnez-moi une feuille de papier, je vais vous rédiger ma confession. J'avoue que j'étais tout à fait surpris, interloqué même, d'avoir à organiser cette rencontre de Pack avec un prêtre. Si Pack exige la présence d'un prêtre, c'est pour se confesser et apaiser sa conscience. Puis, il rédige 10 pages de confession pour la DST. Il y révèle avoir été recruté par les Russes 20 ans plus tôt à Alger et leur avoir remis depuis des dizaines de documents secrets. L'importance de sa trahison a permis aux Soviétiques de voler des informations cruciales au cœur de l'État. Grâce à lui, les Soviétiques ont connu à l'avance la réaction des Alliés à la construction du mur de Berlin, la protestation verbale et rien d'autre. Ça se passe jamais. Ça, c'est un coup de chance inouï parce qu'on aurait pu interroger Pack. Pendant 10 ans, il aurait maintenu la thèse de dire j'étais dans cette église romane parce que c'est une belle œuvre d'art et on n'aurait rien pu retenir contre lui. On aurait pu juste que lui dire au revoir monsieur, excusez-nous de vous avoir dérangé. Il était libéré par cette confession et donc il répondait à toutes les questions qu'on posait. Il allait même au-devant de nos désirs. Il nous a donné une liste de 150 personnes dont il avait fait la biographie. J'étais quand même ami de Georges Pack. Georges Pack venait dans mon bureau, à peu près une fois tous les 15 jours. Il m'a jamais demandé aucun secret sur la France. Mais il est évident qu'il a rendu compte au KGB de mes fonctions réelles. L'affaire est si considérable que le général de Gaulle vérifie en personne le communiqué de la DST et le corrige de sa main. Pied de nez au service français, cet espion à la solde des Soviétiques a collaboré à un livre intitulé « Les valeurs fondamentales du patriotisme français ». Parmi ses co-auteurs, un jeune énarque au talent prometteur, l'aspirant Pierre Jox. Au secrétariat général de la Défense nationale, il est son voisin de bureau. J'ai connu Georges Pack au cœur de l'état-major général de la Défense nationale. Pack était un esprit curieux, il était agrégé de l'université, il était très anticommuniste, c'était pour moi l'image de la droite intelligente. Hein. C'était un homme cultivé qui était très... Et bien, longtemps après, j'ai appris que c'était un espion soviétique. Il a été en tôle pendant des années. Lors de son procès devant la Cour de sûreté de l'État, le procureur requiert la peine de mort. Pack y échappe. Il est condamné à la prison à perpétuité, mais sa peine sera ramenée à 20 ans par le général de Gaulle. Georges Pompidou graciera Georges Pack en 1970. Élément d'explication, les deux hommes avaient été condisciples à l'école normale supérieure. Pack est coupable. Mais ce n'est pas lui que Golitsyn avait dénoncé en 1961, puisqu'il évoquait une taupe ayant infiltré l'OTAN, alors que Pack n'y travaillait pas encore. Autour des accusations de Golitsyn, lancées à partir de 1961, le secret est total. Aux États-Unis comme en France, personne n'a jamais révélé son existence. Lorsqu'en 1967, le scandale éclate. Le roman Topaz médiatise l'affaire Golitsyn et le réseau Saphir qui avait été tenu secret. Topaz, Saphir, pour les initiés, mais seulement pour eux, le rapprochement par pierres précieuses interposées est éclatant. Cette fois, les accusations sont précises et les doutes s'intensifient contre le SDEC, soupçonné d'être un nid d'espions russes. Mais il y a pire. En avril 1968, Philippe Thiroux de Vosjoli, le chef du SDEC à Washington, balance toute l'affaire à Life, le plus prestigieux magazine du monde. Il révèle l'impensable. Les sommets de l'État français sont suspectés. La paranoïa envahit les services tandis que des noms circulent. Jacques Foccart, l'homme de l'ombre du général. Louis Jox, le négociateur des accords d'Évian et ex-ambassadeur à Moscou. De même qu'Emmanuel Dastier de la Vigerie. Tous des gaullistes historiques.
Les journaux américains et britanniques se déchaînent. Ils sont convaincus que le premier cercle du général de Gaulle est envahi de taupes russes. Il y a eu 3 noms de gens très importants qui ont circulé. On n'a jamais pu avoir la moindre preuve, mais tel que ça avait été dit et tel que c'était exprimé, il y a toujours eu sur ces 3 personnes un doute. Et le grand problème de Golitsyn, même encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont convaincus de la manipulation et des gens qui sont convaincus du contraire. Le général de Gaulle méprise ces accusations qu'il condamne comme étant complètement ridicules et de la plus haute absurdité. Aucun doute à ses yeux. Elle relève d'une manipulation de la CIA sur ordre de la Maison-Blanche qui n'a pas apprécié le retrait de la France de l'OTAN en 1966. A best-selling novel for over a year, the revelations in Topaz shook up world capitals and started a spy hunt that is still going on. Non prévu au scénario de Golitsyn, ces révélations provoquent aussi des dégâts à Hollywood. Quand Hitchcock adapte le roman Topaz, Leto en version française, il réalise son plus mauvais film. There is a woman in Cuba, isn't there? She sometimes works for me. What else does she do for you? Pour tenter d'y voir plus clair, les enquêteurs français vont jusqu'à projeter le film à Anatoly Golitsyn. Donc vous étiez en projection privée avec Golitsyn? Oui, on avait loué le film et on l'y avait passé pour... enfin, c'était une manière aussi de voir sa réaction. Bah après, il a dit, oh, oui, c'est du cinéma, tout ça. Dans l'espionnage, on trouve toutes sortes d'oiseaux. Des corbeaux, plus souvent des pigeons. Et des hirondelles, du nom donné aux belles espionnes jetées dans les bras de leurs cibles. Parmi d'autres, un ancien compagnon du général de Gaulle à Londres, Maurice de Jean, en est victime. Un vrai vaudeville. Lorsque l'affaire survient, Maurice de Jean est ambassadeur de France à Moscou et possible futur ministre des Affaires étrangères. Les soviétiques vont tenter de le piéger à l'aide d'une méthode aussi vieille que l'espionnage. Un cadre du KGB présente au diplomate une séduisante actrice. Sur commande, elle tombe sous son charme. De Jean l'ignore, mais ses ébats sont photographiés par le KGB. Décidément irrésistible, l'ambassadeur fait succomber une seconde beauté slave, elle aussi en service commandé. Elle l'emmène chez elle et le vaudeville se termine dans les règles de l'art. Le mari mongol, aussi outragé que musclé, rentre inopportunément et entreprend de corriger le séducteur avant d'annoncer qu'il va porter plainte. De Jean se tourne alors vers son ami pourvoyeur d'actrices, dont il ignore qu'il est membre du KGB. Celui-ci lui promet d'arranger le coup, mais De Jean est désormais son obligé. Finalement, le KGB n'exploitera pas cette affaire. Elle sera révélée par un transfuge. De Gaulle rappelle alors le bourreau des cœurs à Paris. Le général de Gaulle a reçu De Jean et lui a dit ce mot que je trouve historique, alors De Jean on baise, ce qui est amusant. À la mort de Maurice de Jean en 1982, de manière très inhabituelle, le monde évoquera cet épisode. Parfois, les espions se distraient dans les alcôves, mais cette guerre froide, ce sont aussi des affaires autrement plus sérieuses. Les deux superpuissances ne peuvent pas s'affronter directement et s'engagent dans des conflits périphériques. Les services occidentaux ont l'œil, tandis que Moscou surveille de près les soubresauts du tiers-monde. Et surtout ces agitateurs qui bousculent les équilibres géopolitiques instables. Brillant leader de l'opposition marocaine, président de la tricontinentale qui rassemble les mouvements de libération non alignés, le Marocain Mehdi Ben Barka, honni par le roi Hassan II, est un activiste révolutionnaire internationaliste. Il a fait de Paris une plaque tournante de ses activités. Il entend rapprocher le communisme international et les mouvements de libération. Son aura ne cesse de grandir. Il est dans le collimateur des services marocains, mais aussi du SDEC. Il est évident que ce n'était pas un ami de la France. Par conséquent, c'était non pas un objectif, mais c'était quelqu'un qui était surveillé de près. Il avait à l'époque un studio rue Lauriston. Il filait le parfait amour avec une journaliste d'un grand hebdomadaire chic. Et nous le surveillions pour voir s'il avait d'autres contacts plus intéressants pour nous. Bon, à l'époque, les moyens techniques de surveillance et d'interception étaient beaucoup moins sophistiqués que maintenant.
On était obligé de rester à distance, à très courte distance, pour pouvoir enregistrer ce qui était dans le micro. Et c'était très délicat et à la limite c'était folklorique, puisque une fois les micros donnaient des bruits épouvantables, les techniciens donc se sont aperçus que ce vacarme venait d'une fuite d'eau malencontreuse qui tombait pas loin des micros. Et donc un des officiers du service s'est déguisé en plombier et est allé taper à la porte de Ben-Barka en lui disant nous venons réparer la fuite. Et l'intéressé a dit mais de quelle fuite s'agit-il? Je n'ai demandé personne. Si, il y a une fuite, venez voir. Donc il est rentré, il a réparé la fuite. Ben-Barka s'est toujours demandé comment gratuitement un plombier était venu aussi vite à réparer sa fuite. Le 29 octobre 1965, Ben-Barka est interpellé par 2 policiers français devant la brasserie Lippe, boulevard Saint-Germain, en plein jour et devant témoins. Des agents du SDEC ont participé à cette opération, mais ils ont agi de leur propre initiative, sans ordre de leur hiérarchie. Enlevé dans une villa d'un truand du milieu, Ben-Barka y est assassiné. Le scandale est immense. Le SDEC est immédiatement désigné. C'est nous retomber dessus, et c'était pas le moment. Parce qu'on commençait à émerger de tous les problèmes, de la fin de la guerre d'Algérie, de l'OAS, de tout ce qui s'était passé, et brutalement, on replongeait de nouveau avec une casserole qu'on nous mettait dessus. C'est une erreur regrettable, mais c'est pas l'erreur du SDEC, c'est l'erreur du fonctionnaire en question. Quand le crédit d'une banque n'est pas entamé parce qu'un caissier fait défection. Par conséquent, pourquoi voulez-vous que le crédit du SDEC soit entamé par cette affaire? Ça a profondément heurté le général de Gaulle, et le fait que des membres de service français aient pu participer à une opération de ce genre est une chose qu'il pouvait difficilement pardonner. Nous allons parler de l'affaire Ben-Barka. Ce qui s'est passé n'a rien eu que de vulgaire et de subalterne. Et là, on a senti très bien qu'il y avait une reprise en main très nette, si vous voulez, de l'ensemble du service. Par qui? Ah, par le pouvoir, c'est clair. Hein. Donc il y a eu un certain ménage à partir de ce moment-là. Un certain nombre ont quitté le service, d'autres ont été mutés dans d'autres activités. Ah non, ben là, ça a été une grande purge quand même. Hein. Des changements profonds vont affecter le SDEC. L'un de ses services opérationnels a été mis en cause. Il est supprimé et son chef Marcel Leroy-Finville est envoyé en prison. Quand une opération rate, il y a un certain nombre de responsables qui sautent et évidemment il y a des dégâts collatéraux. Si vous voulez, la femme de César doit être irréprochable, il faut bien le comprendre. Un service de renseignement, justement parce qu'il a cette vocation d'être le bras armé de la République, dans ses aspects pas toujours très blancs, la contrepartie, c'est qu'il doit être absolument irréprochable. D'autres leaders de mouvements terroristes, subversifs, anti-occidentaux ont été éliminés sans que personne n'en ait jamais entendu parler. Là, ça s'est mal passé, eh bien ça s'est mal passé. Il y a eu des responsables qui ont été amenés à rendre des comptes, ce qui est tout à fait normal, tout à fait légitime et tout à fait régulier. De Gaulle retira la tutelle du SDEC à Matignon pour la livrer au ministère de la Défense, à son fidèle Pierre Messmer, en lui confiant que le SDEC est une maison qui ne tient pas ses gens et qui depuis longtemps est mal contrôlée. Pendant des mois, des recherches sont effectuées pour retrouver le corps de Mehdi Ben-Barka. En vain. Cet épisode provoqua la crise la plus violente que les services français aient connue. Les années 60 ont été laborieuses pour les services. Les affaires Golitsyn, Pâques et Ben-Barka ont empoisonné l'atmosphère. Les relations avec le pouvoir politique sont détériorées. En 1969, De Gaulle s'en va. Durant la guerre, il a créé les services de renseignement modernes. Il transmet à ses successeurs une organisation efficace, mais fragilisée.
Monsieur le Président de la République. Georges Pompidou, qui lui succède à l'Élysée, n'est pas passé par la résistance. Et les services secrets sont pour lui plus dangereux qu'utiles. Alors, messieurs, la récréation est terminée. Cet ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild ne les a jamais appréciés, comme il l'avait confirmé au général Grossin, le directeur du SDEC, qui lui rendait visite. Donc, le général Grossin demande un rendez-vous à Pompidou et me demande de venir. Pompidou écoute le général Grossin et lui dit, écoutez, mon général, je vais vous dire une chose, mes banquiers n'ont rien à faire de votre bande d'adjudants alcooliques et d'intellectuels ratés. Pompidou demandait au général Grossin, qui était à l'époque le directeur du SDEC, mais à quoi donc sert le SDEC? L'ancien Premier ministre n'a jamais eu pour les services secrets l'intérêt que leur portait l'ancien chef de la France libre. Il ne pardonne pas l'affaire Ben Barka, encore moins l'affaire Markovic, dans laquelle une fraction du SDEC a monté contre son épouse une sordide machination ayant pour but de le déstabiliser. Les responsables du poste parisien du SDEC, la base Bison, surnommée base Baison, ont beau avoir été renvoyés, le traumatisme demeure. Il en a voulu énormément au service. J'ai vu après ce que le dégât que ça avait pu faire. Un jour, avec mon oncle Pierre Juillet, on était avec le président Pompidou et sur un petit carnet, il avait la liste des gens, comme il disait, qui lui avaient manqué. Il y avait j'ai pas vu les noms, il y avait une dizaine de noms. Et ça, il l'avait gardé sur lui tout le temps parce que, comme il disait, je veux pas oublier quand je les verrai. Il a dit, il faut casser ce service. Il voulait arrêter le service. Bon, mais d'un autre côté, on ne peut pas arrêter un service de renseignement. Tous les pays du monde ont un service de renseignement. Donc, vous pouvez changer les têtes, vous pouvez modifier les choses, mais vous ne pouvez pas supprimer. Ça, c'est pas concevable. Ou alors, il faudrait être une fleur bleue d'une naïveté totale. Pompidou veut remettre le SDEC au pas. Mais il faut trouver l'oiseau rare. Discipliné comme un militaire, incorruptible comme un milliardaire, aussi peu influençable qu'un banquier. Son allégeance aux idéaux gaullistes doit être inattaquable. C'est Pierre Messmer, gaulliste historique et gardien de la flamme, qui écrit à Georges Pompidou pour lui proposer un candidat jouissant selon lui des exactes qualités que tous les chefs d'État du monde demandent aux chefs de leurs services spéciaux. Soucieux seulement des affaires extérieures, loyal, indépendant de toute hiérarchie politique, militaire ou administrative. Un homme parfait dans son genre. Son nom, Alexandre de Maranche. Ancien aide de camp du maréchal Juin, membre du Jockey Club, cet anticommuniste viscéral aura pour charge de nettoyer la maison. Au pays des espions, le comte fait forte impression. De Maranche méritait le surnom qui lui avait été donné, c'est-à-dire Porthos. Porthos. Porthos, vous voyez pourquoi? Un grand monsieur d'abord. Il était plus grand que moi. Il pesait je sais pas combien plus que moi. Très affable, un grand seigneur, quoi. C'était une personnalité extrêmement flamboyante, totalement mégalomaniaque. Il avait tendance à parler beaucoup de lui-même avec un brin d'exagération de temps en temps. À la salle de restaurant du directeur général, les couverts étaient à sa marque, avec ses armoiries. Du comte de Maranche. Ça, c'est quand même le seul à avoir fait ça dans le cadre de la République. Mais les gens, quand ils venaient, ils étaient bluffés, les types de l'extérieur. Ils arrivaient et ils voyaient, on les servait dans des assiettes avec le sigle. Ils disaient, ça c'est quoi? Ça c'est monsieur le comte. Le comte de Maranche. Ah, ils disaient, ça c'est la vieille France. Et il avait des amitiés personnelles de grande qualité. Le Shah d'Iran, le roi du Maroc, Vernon Walters, donc un lien direct avec la CIA. Il était accueilli les bras ouverts en Égypte, il allait partout. Ça, c'est inespéré pour le service et c'est quelque part quelque chose qui va lui permettre, sur la durée, d'assumer la responsabilité des services spéciaux français. Georges Pompidou a confiance en de Maranche et l'avertit. Le SDEC est une bouilloire, vous vous asseyez dessus. Il faut qu'il n'en sorte rien. Monsieur Pompidou lui dit à peu près ceci: je ne vous demande pas de me renseigner. J'ai tout ce qu'il me faut par mes réseaux bancaires. Je vous demande d'empêcher de nuire
cette bande de dangereux paranoïaques. J'ai beaucoup aimé M. Pompidou parce que je le connaissais bien, parce qu'il m'a fait une très grande confiance. Vous savez, en me confiant cette affaire et la tâche de refondre les services français. D'ailleurs, il m'avait dit à l'époque, c'est comme nous sommes à la télévision, je peux le dire, il m'avait dit c'est mission impossible. Ah, là, ça m'intéressait forcément. En moins d'une heure, Alexandre de Maranche renvoie une 60aine de cadres. Le SDEC est amputé de certains de ses plus anciens éléments. Cette épuration brutale frappe à tous les niveaux du service. De Maranche parcourt le monde en solitaire pour ouvrir le SDEC à l'international. Bilingue, il exige de ses collaborateurs qu'ils parlent parfaitement la langue de Shakespeare. Il me parle en anglais, moi j'ouvre des yeux ronds, j'essaie de balbutier le peu d'anglais qui me reste, et puis il doit voir que je commence à légèrement transpirer, avoir les oreilles rouges, machin. Et puis je lui dis, mais c'est très difficile pour moi. Il me dit, vous allez aller me faire un petit stage en Grande-Bretagne. Et il m'a envoyé en stage dans une boîte en Angleterre. Et là, de temps en temps... le chef de poste qui était à Londres venait contrôler l'anglais du futur directeur de cabinet du SDEC. Il avait coutume de dire parler l'anglais, c'est être capable, si je me souviens bien, de réserver une chambre d'hôtel au Caire et d'être sûr d'avoir un lit. Alexandre de Maranche déborde d'initiative. Il monte en 1976 le Safari Club, société exclusive dont les membres sont ses homologues du Maroc, d'Iran, d'Arabie, d'Égypte et du Zaïre. Il l'informe sur la marche de cette partie du monde. Grâce à lui, la France a pu récupérer un exemplaire de missile anti-aérien soviétique, SAM-7. Il sera ainsi possible d'en percer les mystères. Cette opération sauvera la vie de nombreux pilotes français. Alexandre de Maranche fréquente les chefs d'État et tient son service d'une poigne de fer. Le but de Georges Pompidou est atteint. Si son chef est visible, le SDEC se fait oublier. Maranche rendait compte à l'Élysée, à ceux qui étaient en charge de ce qu'on appelle les affaires réservées, il n'y avait aucun problème. Quand il n'y a pas de vague, c'est que les choses se passent bien, puisqu'on ne sait que ce qui échoue. Quand ça n'échoue pas, c'est pas qu'on ne fait rien, c'est que ça marche. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça. On n'en finit jamais avec les services, car maintenant c'est au tour de la DST de provoquer un cataclysme. Le 3 décembre 1973, 2 de ses fonctionnaires sont surpris alors qu'ils posent des micros au Canard enchaîné. Le scandale est gigantesque. Watergaff, c'est le titre du Canard enchaîné paru ce matin. Il consacre une large place à la découverte d'une équipe de poseurs de micros dans ses futurs locaux rue Saint-Honoré. J'avais un fil qui courait ici, les lames de parquet étaient enlevées. À ce moment-là, j'ai demandé à un des types quelle entreprise vous emploie ici. Et le type s'est troublé, m'a dit je ne sais pas, j'ai oublié le nom. En sortant, je vois qu'un agent de police revêtu de son uniforme se trouve posté non loin de la porte cochère. Il a un talkie-walkie en bandoulière, pas en bandoulière, en sautoir. Et juste quand je passe, le talkie-walkie émet les phrases suivantes. Allô numéro 2, allô numéro 2, suivez le type qui sort d'ici. Nous on décroche, sauf qui peut, sauf qui peut. Ça a nué au service parce que rien n'est pire que de s'en prendre à un journal humoristique. On ne peut pas rigoler avec l'humour, hein. Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur, qui exerce la tutelle gouvernementale sur la DST, est pointé du doigt. Il n'assume pas. Au fond de cette affaire, il y a un règlement de compte politique. Comment ce règlement de compte politique se fait? Je pourrais vous indiquer toute une série d'événements qui vous frapperaient. Marcellin était un homme républicain, un homme très posé, un homme très intéressant. Il a été intoxiqué par les informations, il est devenu un peu fou. Ce règlement de compte qui se fait contre moi, c'est parce que je fais mon métier. Mais le problème, c'est que les fonctions de renseignement changent les gens. L'imbibation d'informations sur des questions de vie et de mort, de trafic, des questions liées au crime, au terrorisme, à la drogue, aux mœurs, le fait d'avoir l'impression qu'on a deux vies,
Ça change souvent les gens. Ça les rend un petit peu schizophrènes. Et ça, on ne peut pas toujours le prévoir. La DST apparaît désormais comme une police politique. Sensible aux exigences de certaines factions du pouvoir, elle s'affranchit des règles de droit quand il s'agit d'espionner la gauche, dont fait partie à ses yeux le canard enchaîné. Le fusible Marcelin saute, le premier flic de France devient ministre de l'Agriculture. Jacques Chirac le remplace au ministère de l'Intérieur. C'est paradoxal de passer de l'intérieur à l'agriculture. Enfin, ça paraît un peu paradoxal. Mais vous avez tort. Ça n'est pas paradoxal du tout de passer de l'intérieur à l'agriculture. L'agriculture est un très grand ministère en France et où il faut effectivement agir beaucoup, comme agit Jacques Chirac, qui est appelé à devenir de plus en plus important. De plus en plus important. Le jeune Chirac souhaite dissoudre la DST et répartir ses missions entre les renseignements généraux et le SDEC. Si l'affaire des micros du canard en est le prétexte officiel, il a d'autres raisons. Jacques Chirac était fiché à la DST, notamment pour une aventure avec une hôtesse de l'air soviétique qui avait fait les bonheurs du Nouvel Observateur d'ailleurs à une époque. Chirac constitue une visée opérationnelle des services spéciaux soviétiques. Lors d'un voyage à Moscou, une femme nommée Fedorova Aleftina, utilisée par le KGB, s'est efforcée de le séduire. En aucun cas, le nom de Chirac ne doit apparaître dans la production, où il sera désigné sous le pseudonyme de Georges. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. En avril 1974, le président Pompidou meurt d'une septicémie foudroyante. Les ministres se rendent à l'Élysée au chevet du défunt. Quelques heures plus tôt, Alexandre de Maranche, directeur du SDEC, a été appelé. Il faut ouvrir le coffre-fort du président. Un perceur de coffre du SDEC, garantie de totale discrétion, est introduit en urgence à l'Élysée, direction la salle de bain où se trouve le coffre-fort présidentiel. De Maranche attend, assis sur la baignoire en présence de 2 témoins, l'éminence grise du défunt Pierre Juillet et son fils Alain Pompidou. Le président se savait condamné, il aura peut-être laissé des dispositions testamentaires. Non, il est exact qu'ils ont fait ouvrir un coffre. Je sais pas ce qu'ils y cherchaient, mais ils ont fait ouvrir un coffre. On n'y trouvera aucun testament, mais peut-être y cherchait-on autre chose. Je peux pas vous dire ce qu'ils cherchaient. Ça, je sais pas. Breton qui vous l'a raconté. Si je vous le dis. En mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Il a 48 ans et veut innover. C'est à pied qu'il entre à l'Élysée. Ainsi, c'est moi qui conduirai le changement. Voici que s'ouvre le livre du temps, avec le vertige de ses pages blanches. Le président Giscard d'Estaing, c'est un grand bourgeois, énarque, bonne vieille société française. Il hérite un peu de la perception qu'ont les élites politiques françaises de cette maison. Et parmi ces valeurs, il y a le fait que, à moins d'être un valet indélicat, on n'écoute pas aux portes. Et que l'espionnage, c'est quelque chose de pas propre, on n'y touche pas. C'est déroger que de toucher à l'espionnage. À son grand étonnement, Alexandre de Maranche conserve son poste. Tout en se méfiant de l'institution comme son prédécesseur, le nouveau président suit les affaires de près via le secrétaire général de l'Élysée, Jean-François Poncet. M. Giscard d'Estaing lisait
le dossier qui lui était remis par moi. Mes instructions étaient d'avoir un dossier aussi mince que possible. Par conséquent, ma sélection était rigoureuse. François Poncet affiche un mépris certain pour les notes faites par le SDEC. Je ne sais pas que je n'étais pas satisfait, mais je trouve qu'il n'apportait pas grand-chose à la compréhension de la situation. J'ai eu droit à, je m'en souviens encore, mais dites-moi, monsieur Roussin, mais ça ne vaut pas une copie de 2e année de Sciences Po. Et un jour, je me suis permis d'être irrespectueux et je lui ai dit, mais si vous vouliez faire cette remarque à monsieur de Marange, c'est le 249 sur l'interministériel. Giscard et de Marange divergent sur bien des points, mais il en est un sur lequel ils sont immédiatement d'accord. Jacques Foccart, l'Africain, l'instrument de De Gaulle et de Pompidou sur le continent noir, n'a plus sa place dans le dispositif. De Marange en a assez de devoir marcher en permanence sur les plates-bandes du SDEC. Dès 1974, Foccart est écarté. Le nouveau président fait son affaire de l'Afrique. Ce sera sa chasse gardée. Dans le précaré africain de la France, les soviétiques ne sont pas inactifs. Pour eux, c'est l'un des champs de bataille de la guerre froide. Tout au long de son septennat, Giscard et de Marange prêtent main forte au régime qui les combattent dans une multitude d'opérations. La guerre franchissait donc un nouveau degré dans son escalade, avec l'engagement direct de la totalité véritable nourrière organisée pour envoyer des renforts sur le front du Chablais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'y a plus d'empire centrafricain, il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de Bokassa. On a renversé l'empereur Bokassa. Il y a eu une opération militaire qui a été montée avec des Transals qui sont partis de Paris et qui ont ensuite été à la présidence, qui ont récupéré les dossiers, enfin tout ce qu'il fallait. Bon, c'est l'opération Barracuda. Et opération d'ailleurs qui aurait pu capoter à l'époque, mais heureusement n'était pas équipée comme aujourd'hui, puisque par suite d'une fuite, je ne sais pas d'où était venue la fuite, mais les radios françaises ont annoncé le renversement de Bokassa alors que les avions n'avaient pas encore atterri à Bangui. Et les avions étaient encore en vol qu'une radio française annonçait le renversement. Si ça avait été avec des Russes en face, les avions ne seraient pas posés. En tout cas, ils seraient écrasés. Donc à l'époque, l'opération a été montée en liaison directe avec le président de la République et sans que le patron du SDEC, Alexandre de Marange, soit au courant. Ce qui fait que Porthos, comme on l'appelait, ou Alexandre, a piqué une crise épouvantable de colère parce qu'évidemment, il s'était un peu justifié. Alexandre de Marange ne peut tolérer que de telles missions soient conduites sans qu'il en soit avisé. Monsieur le comte a besoin de souffler, alors parfois il s'offre une petite respiration en terre étrangère. Et un jour, il me dit, vous aimez James Bond? He's back. Who are you? My name is Bond. James Bond. Je dis, monsieur le directeur général, c'est formidable, oui. Il me dit, mais comment pouvez-vous imaginer que j'aille, moi j'adore ça, sur les Champs-Élysées, faire la queue, rentrer dans un cinéma, même si vous m'accompagnez, enfin je suis trop visible, c'est pas possible. Donc on va aller voir Sir Dickie Franks à Londres, et puis il le passe à Londres, je dois m'occuper du déplacement. Non, on va prendre l'avion du service. Alors on avait à Toussus-le-Noble un biturbo propulseur, et puis nous voilà partis au cinéma. Good evening, 007. Quand je suis en train de voir ce James Bond assis à côté de mon directeur général, qui déborde un peu sur mon fauteuil, donc je suis un peu décalé, moi, sur la droite, et je me dis, nous, on est des bricoleurs, là, quel talent, c'est formidable si on pouvait arriver à ça. La vie rêvée des agents secrets et celle des vrais espions n'ont rien de commun. À ceci près que les gadgets existent pour de bon. Le tout, c'est de les trouver. Quand les espions du monde soviétique posent des micros, ils font si peu dans la dentelle qu'ils peuvent transformer l'ensemble d'un bâtiment en studio d'enregistrement. En 1973, les Polonais livrent la nouvelle ambassade de France à Varsovie. Les spécialistes du dépoussiérage du SDEC, la mission Aspiro, découvrent le
viennent rechercher dans les bâtiments d'éventuels micros laissés par les plombiers polonais. Ils ont trouvé une quantité de micros invraisemblable et c'était tellement compliqué de retirer ces micros en n'étant pas sûr d'avoir tout retiré, donc en laissant un doute que finalement le service a intégralement démonté les cloisons, les planchers, les plafonds, les tapisseries de l'ambassade de France à Varsovie. Ils ont préféré, si mes souvenirs sont bons, faire une tranchée autour du bâtiment et ils ont été profonds et ils ont coupé toutes les paires de câbles qui sortaient. Ils ont mis l'ambassade dans le noir, mais tant pis, on va remettre le courant, mais on va vérifier qu'il n'y a bien que de l'électricité qui passe. Il était tellement truffé que ça devenait impossible. Les plombiers avaient même tiré des câbles coulés dans le béton. Il faudra 3 mois de travail aux hommes du SDEC pour étanchéifier l'ambassade. En 1975, les nettoyeurs sont à Prague. Les Tchécoslovaques ont généreusement offert le ravalement de l'ambassade, le palais Bucquois. Cette fois, il faudra l'intervention des pompiers pour nettoyer l'édifice. On découvre des micro-émetteurs à haute fréquence, sans fil donc, dans les cales des échafaudages. Les locaux diplomatiques réservés au SDEC avaient été particulièrement soignés. Installés dans le plafond, les micros émettaient en stéréo. Et les Français écoutent-ils également les diplomates de l'autre camp? La DST surveille les actions des Soviétiques postés à Paris dans l'ambassade du boulevard Lannes. On connaissait un petit peu tout. Et il y a des gens qui venaient le matin en disant « Oh, ça va pas très fort aujourd'hui ». Je dis « Pourquoi ?»« Oh ben, il y a le petit du premier secrétaire de l'ambassade qui est malade et ils attendent le médecin, quoi. » Vous aviez des micros dans l'ambassade? Non, mais c'était... Ils n'étaient pas dans l'ambassade. Certains politiques ont pour les services secrets des préventions de grands bourgeois. Travailler avec eux, c'est comme coucher avec la bonne. Pendant les années Giscard, le SDEC a été très sollicité et a rempli ses missions traditionnelles sur tous les fronts et sur ordre de l'Élysée, comme c'est la règle. Pourtant, l'ancien président fait la fine bouche. C'est à tout le moins ce qu'il écrit dans son livre « Le pouvoir et la vie » 10 ans après avoir quitté l'Élysée. Je redoutais l'attitude de ces personnes qui prétendent agir pour votre bien, à votre insu, et qui sont décidées à faire ce que vous venez d'interdire, en s'abritant derrière le raisonnement selon lequel vous ne pouviez pas faire autrement que de l'interdire, mais que c'est leur devoir de passer outre à vos ordres et de servir ainsi votre véritable intérêt. Au revoir. Valéry Giscard d'Estaing quitte l'Élysée comme il était entré, à pied. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 tétanise les services, comme tout l'appareil de sécurité français. À la DST et au SDEC, on s'inquiète à l'idée de voir des ministres communistes entrer dans le nouveau gouvernement. Après 4 décennies de lutte contre les soviétiques, certains imaginent que François Mitterrand va livrer la France aux rouges. Dans les 100 propositions du candidat Mitterrand, il y avait la suppression des services extérieurs de renseignement. La gauche pensait effectivement que nous étions une police politique. Nous étions perplexes, disons, sur ce qu'allait devenir la maison. Il est 9h au palais de l'Élysée. Les journalistes du monde entier se pressent pour immortaliser cet instant tant attendu par les uns, tant redouté par les autres. L'arrivée des ministres communistes, arrivée qui provoquera une bousculade, comme n'en ont guère connu les marches du palais, qui en ont pourtant vu beaucoup d'autres. « 11 ans après avoir été nommé au SDEC, un record toujours inégalé, Alexandre de Marange claque la porte. » Il faut savoir que Mitterrand, au départ, voulait garder Marange. C'était Marange qui a refusé. Et il a refusé parce qu'il ne voulait pas entendre parler de ministre communiste au SDEC. Et ça, il l'a dit. Il a dit, moi, je ne laisserai jamais un ministre communiste rentrer ici. Et du coup, il est parti. Et à la fin, le jour où on va se quitter, en 1981, il me prend dans ses bras et il me dit « Michael,
Be very careful, keep the flag floating. Il me laisse debout en rase campagne et lui rejoint le Conseil d'État. Mais vous avez noté qu'à la fin, quand même, quand je prononce aujourd'hui keep the flag floating, j'ai progressé. François Mitterrand se méfie des services de renseignement. Il ne veut pas d'ennui, mais la gauche n'a préparé personne à de telles fonctions. Naguère, le programme commun de gouvernement avec les communistes prévoyait la suppression du SDEC. Il n'est plus en vigueur, mais qu'en est-il de cette intention? François Mitterrand ne dit rien. L'entrée du président socialiste à l'Élysée est signe de doute et d'incertitude pour les services de renseignement. Comment passeront-ils ce cap? Il y a un aspect sur lequel un officier de renseignement peut se rapprocher de James Bond, c'est le port du smoking, c'est les réceptions, c'est la vie mondaine, la coupe de champagne ou le martini dry, enfin avec la recette particulière. Il y a que James Bond, si vous voulez, pour dire chef, oui chef, il faut que j'aille à tel endroit, puis je vais dans tel hôtel et je vais faire ci et je reviens. Ça, c'est pas vrai. Le pistolet, les nanas, les gadgets, les trucs, les machins, etc. Ah non, rien à voir. Parce qu'en réalité, ça va se passer, vous allez dans le pays, on va vous récupérer à l'aéroport d'une manière ou d'une autre, on va vous expliquer comment ça se passe, vous allez récupérer votre matériel ailleurs, il faudra une autre personne qui vous l'amène. Enfin, il y a toute une série de... Il y a tout un réseau qui va fonctionner. La réalité était des services secrets beaucoup plus complexe et moins sanglante, heureusement. C'est pas du tout James Bond, c'est un travail de fourmi et de méticuleux et de passionné aussi. L'idéal pour un maître espion, c'est que personne ne le connaisse, qu'on n'entende jamais parler de lui, ni de ses réussites, ni de ses échecs. C'est le plaisir du gourmet. Le renseignement, c'est un métier de seigneur. Parce qu'il faut que ce soit des gens vraiment bien pour faire ce métier de voyou sans devenir des voyous.